En Syrie. Là, Tout d'abord, Antoine, quel est l'état des lieux en Syrie aujourd'hui? Déjà, il faut dire que c'est un conflit qui malheureusement est désormais un conflit un peu oublié comme bien d'autres à travers le monde. Il a pourtant fait la une de l'actualité pendant plusieurs années. On parlait essentiellement de ça, mais face à l'impasse politique, face à l'impasse diplomatique aussi, face à ce rapport de force qui a fortement tourné à l'avantage du pouvoir syrien de Bachar al-Assad et de ses alliés depuis plusieurs années déjà, face aussi à l'effondrement du califat, c'est-à-dire le contrôle territorial de l'organisation État islamique, eh bien on a vu les chancelleries étrangères, que ce soit les Occidentaux ou les puissances du Golfe, eh bien se détourner peu à peu de ce conflit syrien, et bon nombre de médias aussi, parce qu'on voit bien qu'on est dans une impasse et que ça n'évolue pas dans le sens que ces chancelleries étrangères souhaitaient. Pourtant, et on va le voir sur la carte dans un instant, la Syrie n'est absolument pas redevenue un pays unifié, loin de là. Vous voyez toutes ces couleurs, c'est déjà qu'il y a un souci évidemment. Alors le régime a reconquis la plus grande partie du territoire de ce que l'on appelle la Syrie utile. C'est ce que l'on voit en rouge sur cette carte. Il l'a reconquis évidemment avec l'aide de ses alliés iraniens, du Hezbollah libanais et bien entendu de la Russie. Vous avez aussi quelques rares poches qui sont encore tenues par la rébellion, notamment à Idlib dans le nord-ouest. Ce sont les poches en verte que vous pouvez voir. Vous avez les forces démocratiques syriennes, essentiellement kurdes dans le nord-est. Tout ce qui est en jaune, vous avez une présence turque. Vous avez des zones mixtes avec l'armée syrienne et en même temps ces fameuses forces démocratiques syriennes, sans oublier le fait que, évidemment, l'organisation État islamique, même si elle n'a plus de territoire à proprement parler, tous ces sympathisants et tous ces combattants ne se sont pas évanouis dans la nature. Donc c'est donc une menace d'instabilité permanente qui plane aujourd'hui sur la Syrie. Alors je le disais Antoine, le régime de Bachar al-Assad s'est maintenu, mais à quel prix? Là aussi, il n'y a rien de réjouissant quand on regarde un petit peu les chiffres. L'année dernière, 2020, était l'année la moins meurtrière depuis 10 ans, depuis le début du conflit, avec un petit peu moins de 7000 morts. Mais moins de 7000 morts, ça montre tout de même que ce conflit, certes, il patine, mais il perdure. Quand on regarde l'ensemble, et on va voir les chiffres qui s'affichent dans un instant à côté de nous, on est à peu près à 400 000 morts en une décennie de guerre. Si on compte les disparus, si on compte un petit peu large, on est presque à un demi-million de morts tout de même, vous voyez. Vous avez également 5,6 millions de personnes qui ont fui le pays et 6,6 qui sont déplacés, c'est-à-dire qu'ils ont dû fuir leur habitation ou leur ville et qui sont ailleurs dans le pays, mais qu'ils ont dû fuir les combats ou les destructions. C'est aussi évidemment un pays tout entier à reconstruire, une économie, des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, mais avec quel argent, ça va être toute la question, parce que le coût des dégâts s'élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars, et on est quand même dans une situation où vous avez 83% de la population syrienne aujourd'hui qui vit sous le seuil de pauvreté, donc il n'y a pas que des bâtiments à reconstruire. Alors Antoine, il y a ces 5,5 millions de personnes, de Syriens qui ont quitté le pays, mais il y a un autre phénomène, il y a le phénomène de ces étrangers qui sont venus en Syrie pour renforcer les rangs du groupe État islamique. Et je vous emmène justement dans l'un des principaux camps, dans le nord-est de la Syrie. 200 enfants de djihadistes y passent leur 4e hiver, la plupart avec leur mère que la France refuse de rapatrier. Que faire de ces enfants? Pour certains, ce sont des victimes, pour d'autres, une menace potentielle. Reportage de notre consoeur de France 2, Stéphanie Pérez. La France, elle est bien lointaine pour ce petit garçon d'une dizaine d'années dont nous protégeons l'identité. Il en garde quelques instantanés nostalgiques. J'ai aimé la France, il a eu laissé 5 ans. C'est un petit peu dur, il fait froid et tout. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je veux revenir chez mes grands-parents. J'ai une chambre chez eux, je veux rester là-bas avec eux. En fait, quoi, Paris? Ça va, je me rappelle quand j'allais avec mon grand-père voir dans chez mes parents. Depuis 2 ans et la défaite de Daesh, la France a rapatrié 35 enfants sans leur mère et selon sa doctrine, priorité aux orphelins ou mineurs à la santé fragile. Les autorités kurdes qui contrôlent le camp nous permettent de filmer des cours de couture et de coiffure. Un semblant d'école bricolée pour les adolescentes afin de les occuper et de leur réapprendre la vie loin des interdits de Daesh. Dans un coin, cette Française de 14 ans, l'âge des questions, compte les jours. Franchement, on ne peut pas aller. On va sortir du camp. C'est comme une deuxième prison. Parce que quand tu es dans un camp, presque 4 ans, et que tu vois que les gens ils partent, et tu te dis, moi c'est pas y arriver mon tour en fait. Personnellement, je me sens pas un danger pour les autres. J'ai rien fait et on n'a rien fait, alors je vois pas pourquoi on est sur le nous. Après, rentrer, c'est par exemple ma famille.
gouvernement français refuse de rapatrier les mères. Leur déradicalisation est trop incertaine. La dernière fois que nous avons filmé dans ce camp de 2500 personnes, il y a 2 ans, la plupart des Françaises refusaient de se séparer de leurs enfants, boucliers, malgré eux. Nous n'avons officiellement pas le droit de les interroger aujourd'hui. Mais dans cette échoppe en anorak jaune, nous croisons Émilie Koenig, ancienne recruteuse de Daesh. La vidéo de cette Bretonne, arme à la main, a alimenté la propagande des djihadistes. Elle accepte de nous répondre discrètement. Changement d'attitude, elle a laissé ses 3 enfants rentrer en France sans elle, début janvier. C'est pas un choix qu'on a envie. Si je pense à moi, je les garde avec moi. Mais si je pense à eux, je les fais rentrer. J'ai ma petite Safa, elle est malade, elle a des problèmes respiratoires, je ne vais pas la garder avec moi dans ces conditions-là. Ibrahim, il doit rentrer en CP en septembre. La crainte de la France, c'est que vos enfants soient endoctrinés. Endoctrinés de quoi? Vous voyez mon fils, il a fait Dragon Ball Z, enfin, je veux dire, je chante les génériques des dessins animés, enfin, je veux dire, c'était radical, et je chantais pas les génériques des dessins animés. Une parole dont doutent les autorités françaises. Cette autre mère, elle, a fait le choix de rapatrier ses enfants il y a 1 an et demi. C'était dans l'école qui m'a fait parler très bien. Sinon, ils vont très très bien, ils sont bien en termes d'accueil. Ils aiment beaucoup la personne qui les garde, elle s'occupe bien d'eux. Et moi, je veux qu'ils soient en prison avec moi, ils ont rien fait, c'est moi qui ai décidé de venir ici, ça sert à rien qu'ils payent aussi. Les associations humanitaires et plusieurs dizaines de parlementaires réclament le rapatriement des enfants français avec leur mère s'il le faut, pour leur santé et pour que l'oubli à terme n'engendre pas des désirs de vengeance. Alors Antoine, cette question du rapatriement des enfants de djihadistes est un véritable casse-tête juridique et diplomatique. Oui, c'est une sorte de patate chaude, personne n'arrive à réellement trancher. La France, par exemple, on l'a entendu, a fait revenir certains mineurs sur son territoire. Alors, ils étaient détenus avec leur mère dans des camps, on vient d'en voir. Certaines de ces mères ont accepté que leur enfant, comme cette femme qu'on vient de voir, rentre seul en France sans elle, souvent pour des questions de santé, mais il y a aussi des orphelins dans ces camps. Alors, en France, pour rester sur ce pays-là, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a demandé en décembre le retour de tous les enfants qui sont en Syrie et de tous les djihadistes qui, eux, sont détenus et condamnés à mort en Irak. Mais c'est une gestion qui est réellement au cas par cas. Les autorités sont d'ailleurs régulièrement épinglées, critiquées, y compris par des députés au Parlement, parce qu'elles refusent de rapatrier tous les ressortissants français présents sur ce théâtre de guerre, donc que ce soit la Syrie et l'Irak. Parce qu'il y a d'un côté un danger évidemment de voir revenir des gens partis faire le djihad et de les voir les libérer au bout de quelques mois ou quelques années, ce serait faire entrer le loup dans la bergerie, disent certains, et en même temps les laissant sur place, eh bien vous avez une question humanitaire qui se pose, une question éthique aussi évidemment, et puis vous avez même si un danger qui se pose, même si l'organisation islamique n'a plus de contrôle territorial, mais du coup les pays étrangers, la France comme bien d'autres, eh bien peinent à trancher une bonne fois pour toutes, ils ne savent toujours pas quoi faire de ces personnes, et le problème reste entier. Merci beaucoup Antoine. Un quart de la population syrienne a été forcée à l'exil, la majorité a trouvé refuge dans les pays voisins. C'est le cas de la Jordanie, où 1,5 million de réfugiés syriens sont établis. Une solution temporaire qui dure. Reportage de Chloé Domain, Sophie Guignon et Sylvain Lepetit. Au nord de la Jordanie, à seulement 20 km de la frontière syrienne, la ville de Mafraq a doublé depuis le début de la guerre en Syrie, il y a maintenant 10 ans. Âgé de 24 ans, Nejim Al-Hamoud a vu ce quartier sortir de terre. Ce Syrien était adolescent quand sa famille a fait le choix en 2013 de fuir les combats d'Alep. Il y a 9 ans, il n'y avait pas tout ce monde et tous ces immeubles. Certains ont ouvert des supermarchés, des quincailleries, des restaurants, des pharmacies. C'est devenu comme le quartier syrien. À défaut d'avoir pu faire des études, le jeune homme a obtenu grâce à une ONG une formation d'électricien et une caisse à outils. Pour exercer son nouveau métier, Nejim a obtenu un permis de travail. Jusqu'à peu, la Jordanie faisait la chasse à l'emploi illégal des réfugiés. Mais sous pression de la communauté internationale, le Royaume a changé ses lois en 2017 pour autoriser les Syriens à être embauchés dans l'agriculture, le bâtiment, l'hôtellerie ou l'industrie. Résultat de cette normalisation, les zones industrielles près de la frontière emploient de nombreux Syriens. Les réfugiés sont ainsi devenus les petites mains des usines jordaniennes, notamment dans le textile. Classic Fashion emploie environ 350 Syriens. Cette
entreprise fondée par des Indiens exporte l'intégralité de sa production aux États-Unis. Je travaille ici pour aider ma famille. C'est difficile de trouver du travail en tant que réfugié, et d'autant plus quand on est une femme. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour eux. Elles ont un revenu, et pour nous, car on a de bons employés pour notre production. Ce changement radical de politique envers les Syriens est le résultat d'une longue négociation entre la monarchie jordanienne et les pays occidentaux qui veulent limiter l'arrivée de nouveaux réfugiés. Pour attirer de riches étrangers, le royaume, pauvre en ressources naturelles, monnaie désormais son passeport. Depuis 2018, 200 entrepreneurs, dont une large majorité de Syriens, ont acquis la nationalité jordanienne. L'obligation, investir au minimum 620 000 euros. D'après les autorités, cette politique de passeport contre investissement a permis de créer 7 000 emplois et a rapporté plus d'1 milliard d'euros à l'économie du royaume. Des revenus bienvenus alors que la monarchie est entrée en récession suite à la pandémie de Covid-19. Merci beaucoup Antoine Marieux de nous avoir accompagnés dans cette édition. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et auteur du livre La honte de l'Occident, un livre consacré à la Syrie. C'est la fin d'Extrasérieux. Restez avec nous sur France 24. Le lac Seram est un lac d'altitude situé à l'extrême ouest de la Chine, à la frontière avec l'Asie centrale. Pendant des siècles, il a été un point de passage stratégique des routes de la soie qui reliait l'Europe à l'Empire chinois. Aujourd'hui, les nomades qui vivent au bord de ce lac voient l'histoire se répéter avec l'ouverture de la nouvelle route de la soie. Une autoroute flambant neuve, sur laquelle les camions remplacent les caravanes d'antan. La nouvelle route de la soie, c'est un projet ambitieux lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping en visite au Kazakhstan. 为的使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业。 Cette nouvelle route de la soie que propose Xi Jinping est un axe routier et ferroviaire long de 10 000 km. Il traverse l'ouest chinois, le Kazakhstan, la Russie et a pour ambition d'atteindre l'Europe. Un chantier gigantesque. Lettre à la République, tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer l'odeur du sang de poursuit, même si vous êtes en clinique. Nous les sapins de moi, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Ça nous donne des limitations grâce à eux, vous devez bloquer la digestion. La charité, les élitismes et la main pour marcher. L'immigration africaine.
Parce que dès qu'on au lycée, c'était stabilisé. Ah oui. Ici. Ici, je l'ai conquis. Narcotrafic, violence, stream. Abuseurs de biens sociaux, de fonds, C'est quoi être bio et engagé? Écoutez cette chanson. Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté, je célébrerai ton nom, toi mon roi. Pour ton amour, ta bienveillance, je t'aimerai, mon
je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté, je célébrerai ton nom, toi mon roi. Célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté, je célébrerai ton nom, toi mon roi. Tu es saint Seigneur, je serai ta vie. Toi mon roi. Toi mon roi. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté, je célébrerai ton nom.